interactif et posez vos questions comme vous voulez. À toi aussi de me donner. Merci, on remercie énormément Dr Métos d'être parmi nous. Et on commencera par quel bilan génétique pour la main infertile vous pouvez aller. Donc vous avez la parole. Tac. Bon, bonsoir, c'est un grand honneur d'être parmi vous. Moi, j'adore venir au Maroc, j'adore venir à ce congrès-là. On est hyper bien reçus. J'aime avoir des questions, j'aime être challengée sur les réponses que je peux vous apporter. Alors, on va commencer effectivement par le bilan génétique. Au demeurant, vu que demain, il y a un topo sur la génétique, on va vraiment simplement faire un petit teasing et effleurer le sujet. Alors, je ne vous rappellerai pas l'évaluation initiale. Je vous ai laissé une slide dessus que vous pouvez récupérer avec l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens biologiques, les examens complémentaires, bien entendu. Et puis, l'ensemble du lifestyle, je remettrai ça à la fin. C'est vraiment essentiel aujourd'hui. Alors, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est l'histoire d'une vie quand on n'arrive pas à faire d'enfant parce qu'il y a pas de spermatozoïdes. La génétique, aujourd'hui, c'est assez simple et très compliqué. Simple dans le sens où il y a des recommandations internationales. Donc, sur les azoospermies obstructives, la recommandation internationale, c'est de faire à recherche du gène CFTR, qui code pour la mucoviscidose et qui va donner une agénésie bilatérale des conduits déférents. On va y penser en général quand on a des gros testicules, une hypospermie à un pH acide. L'autre gène qu'on retrouve de façon un petit peu fréquente, c'est ADGRD2 en fait, qui est un gène lié à l'X qui va coder pour des récepteurs. Et puis ensuite, vous avez les anomalies en fait qui ne sont pas monogéniques, mais qui vont coder en fait pour des développements des canaux de Wolff et souvent qui sont associés à des anomalies rénales. Donc, l'azoospermie obstructive aujourd'hui, c'est simple, CFTR. L'azoospermie non obstructive, c'est là que ça devient moins simple. La recommandation au niveau international, c'est de faire un karyotype. Voilà. Le karyotype, ça va vous répondre est-ce que j'ai une translocation? J'en ai pas. Est-ce que j'ai un nombre de chromosomes aberrant ou non? Est-ce que j'ai bien un X, un Y ou plutôt deux XX? Mais ça ne vous répond pas pour plein de choses. La recommandation relativement internationale non remboursée en France, c'est pour ça qu'on ne la fait pas à tout le monde, c'est les recherches de la microdélétion du chromosome Y. Et puis, vous avez tous les autres, en fait, toutes les autres anomalies qui vont être d'origine monogénique, sur lesquelles aujourd'hui on fait de l'exome, donc du full exome. Alors, c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient? On verra sûrement demain que ça permet de savoir s'il y a un intérêt à aller jusqu'à la thésée ou la microthésée. Et puis, vous avez aussi les anomalies, en fait, des gènes qui vont coder pour les problèmes endocriniens. Donc, c'est large et ça doit être quand même conduit par un interrogatoire et l'examen clinique. De toute façon, complète, vous allez voir sur les hypo-hypos, c'est facile à traiter et c'est facile de les dépister. Et puis, vous avez tout ce qui va entraîner, qui n'est pas d'origine génétique, mais des problèmes d'azoospermie. Ça n'empêche pas de faire le bilan génétique, mais ça va être des causes traitables et on va essayer d'en parler, en particulier varicocèle, qui est quelque chose de traitable, les médicaments, le lifestyle. Alors, je vais aller très très vite sur le karyotype parce qu'on a dépassé l'heure, donc je ne sais pas combien... D'ailleurs, j'ai combien de temps pour le topo entier? 1h30? Ok, moi je peux faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon, les causes génétiques, ok, allons vite, il y a des causes de gonosomiques et d'autres qui sont plus autosomiques, on va dire. La plus connue et la plus fréquente, entre guillemets, dans les populations d'hommes infertiles, c'est le fameux Klinefelter qui a 47XXY, qui peut être en mosaïque ou non, qui donne un phénotype, en tout cas, qui est assez constant, d'hommes qui sont des oligos sévères et des azos quand ils vieillissent un petit peu, avec un hypogonadisme périphérique. Donc, en général, ils ont un petit embonpoint, des petits testicules. Ils sont de grande taille. On les reconnaît bien. Sur les testicules, c'est typique. Ça donne des petits testicules extrêmement fermes à la palpation. Au niveau du bilan hormonal, on a une FSH très élevée, une libine qui est absolument indosable. Et puis, on a une testostérone qui va être basse, voire un hypogonadisme. Le mode de découverte, on le sait, aujourd'hui, on peut être au moment de la puberté, mais le plus souvent, c'est au moment où ils veulent avoir des enfants. On va le découvrir sur une infertilité. De temps en temps, on le découvre sur des patients qui viennent consulter pour une gynécomastie.
Autre grand trouble que vous connaissez bien, en fait, c'est les anomalies du chromosome Y. Cette fois-ci, qui sont vues sur des PCR. Donc, il nous manque un morceau de chromosome Y. Et quand il nous manque un morceau de chromosome Y, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Elles n'ont pas toutes la même valeur. La A et la B sont des microdélétions sur lesquelles on sait qu'on n'aura pas de spermatogénèse. La microdélétion de type C, qui est plus petite, va nous donner souvent en fait des patients avec un profil d'oligospermie ou à la microthésée des hypospermatogénèses. Alors tout ça, ça vous répond en fait pas tant. Il reste encore 80% de patients chez qui on ne va pas avoir de diagnostic et ce sera, je pense, l'objet de mon confrère demain. C'est l'utilisation aujourd'hui en pratique courante de l'exome pour essayer de trouver les causes à nos patients qui présentent une azoospermie non obstructive. Il y a énormément de gènes candidats. Ces gènes, on le retrouve aussi chez des patientes qui ont des profils d'IOP. L'homme et la femme sont deux êtres qui se ressemblent énormément, même sur les problèmes de fertilité. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une azoospermie non obstructive? Déjà, traiter toutes les causes traitables. La varicocèle, la testo quand elle est en apport exogène, les médicaments qu'on va prendre, l'éjaculation rétrograde ou l'anéjaculation psychogène, les pathologies endocriniennes, je vais vous en toucher un mot, le lifestyle, et puis quand on a traité tout ça, on va y envisager en fait une microthésée. Premier truc, il n'y a pas beaucoup d'urologues dans la salle, donc je vais parler à vous, gynécologue, en fait, la varicocèle, qui est cette fameuse pathologie de la bourse de veine qui va chauffer le testicule, entre guillemets, extrêmement fréquent en fait au sein de la population, et plus on va vieillir, plus ça va être fréquent. C'est extrêmement fréquent chez les hommes infertiles, 35%, extrêmement fréquent, 80%, chez les infertiles de façon secondaire. Le plus souvent, on a aussi des varices des membres inférieurs. Et puis, c'est héréditaire. Si papa avait une varicocèle, elle va du mal à avoir des enfants. L'enfant aura aussi une varicocèle. Ce qui protège aujourd'hui de la varice, c'est d'être un petit peu en surpoids. Ça ne protège pas du reste, mais ça protège de ça. La physiopathologie est très complexe. Alors, pour faire simple, on dit que c'est le testicule qui chauffe. Pour de vrai, c'est bien plus complexe que ça et on s'aperçoit que des hommes qui ont une varicocèle ont un profil d'expression protéomique extrêmement particulier au niveau du liquide séminal. Donc, augmentation de la température, on sait qu'un testicule qui a plus de 34 degrés, il n'aime pas, il s'arrête. C'est les bases de la physiologie aujourd'hui de la contraception thermique. On a aussi une augmentation de la pression veineuse, on a les catabolismes de l'adrénaline et de la noradrénaline, donc les cataboliques surrénaliens qui viennent stocker. On a l'accumulation de substances toxiques, en particulier le patient qui va fumer. Varicocèle plus tabac égale le catastrophe, le testicule un peu le cendrier du patient. Et puis on a les fameux ROS dont je vous reparlerai un petit peu après. Alors du coup, en fait, est-ce que chez nos patients qui ont un profil d'azoospermie non obstructive, il y a un intérêt à traiter les varicocèles? Alors ça, on a la littérature, c'est une méta-analyse, 16 articles tout de même, en fait, qui est relativement récente, 2021. Grosso modo, en fait, quand vous traitez une varice chez un homme qui a une azoospermie non obstructive, alors bien entendu, en fait, à karyotype normal, ça s'entend, on va retrouver des spermatozoïdes dans l'éjaculat pour quasiment 30% d'entre eux, en fait. Et puis, quand on va jusqu'à la thésée, en fait, on trouve 50% de spermatozoïdes lors de la thésée, contre 32 si on n'avait pas fait la cure de varicocèle. On a plus de grossesse sur du sperme éjaculé ou testiculaire. Alors attention, par contre, ce sont des patients qui rechutent, donc on congèle du sperme, c'est extrêmement important. Et puis, ça va modifier aussi l'histologie, c'est-à-dire que quand on a traité avant-après, en fait, on va plus avoir le même taux de sertolysol ou d'arrêt de maturation ou de taux de spermatogénèse focale. Donc, c'est important. Quand vous avez une varicocèle et pas dans le contexte d'une azo, est-ce que ça change aussi les paramètres du sperme? Oui, ça change, d'autant plus que vous avez de grosses varices. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toutes les traiter, mais dès que vous avez une varice en fait, qui est de grade 3, donc c'est celle qu'on voit de façon en décubitus dorsal, sans basal valve, vous augmentez de façon moyenne vos nombre de spermatozoïdes par 16 millions. Donc, ça vaut le coup de traiter. Pareil pour la mobilité, plus c'est gros, plus ça va bouger une fois qu'on a traité. Est-ce que ça a un effet sur les naissances vivantes? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Avoir un beau spermogramme, c'est sympa, mais avoir un enfant en bonne santé à la maison, c'est quand même beaucoup mieux. Là aussi, il y a des méta-analyses, c'est ce qui répond le plus souvent. Alors, les méta-analyses ont pris aussi bien les taux de grossesse dans les patients qui avaient une oligo que dans les patients qui avaient une azo.
effectivement, ça répond. Quel que soit le groupe, en fait, on va avoir un taux de grossesse qui va être augmenté avec un autre ratio de 1,8 en fait dans les groupes traitement versus sans traitement. Et quel que soit le statut de la partenaire. Ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, quand on améliore l'homme, on améliore de façon globale les issues de l'AMP. Idem, et ça, c'est beaucoup plus important, sur le nombre de naissances vivantes, en fait, avec un autre ratio qui augmente à 2,80. Donc, ça nous paraît intéressant aujourd'hui de traiter. En AMP, est-ce que ça va changer aussi l'issue de vos AMP, d'avoir traité avant, en fait, ou d'avoir fait traiter par vos urologues ces varicocèles? Oui, là aussi, on a des méta-analyses qui nous disent, c'est extrêmement clair, en fait. Quand on a des échecs d'ICSI et qu'on fait une cure de varicocèle, on va avoir une amélioration, en fait, de nos naissances vivantes à 46%. Donc oui, c'est intéressant, ça se traite. Là, j'aimais beaucoup cette étude, en fait, parce qu'on avait fait des cycles d'ICSI avec et sans traitement, un intervalle moyen entre le moment où on a traité et l'ICSI d'environ 6 mois, ce qui correspond à grosso modo 2 fois la durée de la spermatogénèse. Et là aussi, on augmente la naissance, le taux de grossesse clinique, on va diminuer les taux de fausse couche et on a plus de naissances vivantes. Donc, ça vaut le coup, a priori, d'aller vers ce genre de traitement-là. Quel traitement ? Ça, c'est pour un débat qui est franco-français, parce que je pense qu'en France, on est quasiment les seuls à faire de l'embolisation de la varicocèle. C'est assez clair. Là, il y a aussi des méta-analyses qui nous répondent, 48 études. Alors moi, je suis chirurgien, donc j'ai un petit parti pris. J'ai même un gros parti pris, en fait. Je vais vous dire mon avis qui est hyper clair. Alors, il y a des radiologues dans ma salle français. Je ne vais pas me faire que des amis, là, tout d'un coup. Je vais faire gaffe. Donc, grosso modo, moi, je veux bien que les radiologues embolisent les varices à condition qu'ils s'intéressent au couple, à leur spermogramme et qu'ils gèrent les suites. Voilà, ça c'est dit. Donc, en tout cas, en termes de taux de grossesse, en fait, aujourd'hui, après traitement, qu'il soit dans chirurgie ou en embolisation, on sait qu'on va améliorer le taux de grossesse. En termes de récidive de la varice, ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup plus d'intérêt en termes de chirurgie à faire de la chirurgie subinguinale. Donc, une recommandation, c'est pas n'importe quelle chirurgie, il faut abandonner la laparoscopie, les chirurgies hautes, vous allez avoir des complications, vous allez avoir des récidives, vous allez avoir des mauvais résultats. Aujourd'hui, il y a un seul gold standard sur la chirurgie du varicocèle, c'est la microchirurgie par voie subinguinale. Et on avait fait un très très beau workshop dernièrement à Casablanca. Traitement chirurgical versus traitement radiologique, en fait, en termes de naissance vivante, je vous l'ai dit, c'est un peu mieux sur le traitement chirurgical. Tout en sachant que les études l'un versus l'autre ont vérifié le traitement chirurgical qui était les mauvaises chirurgies, c'est-à-dire les chirurgies qui étaient au-dessus du subinguinal, donc quand on faisait des ligatures un petit peu hautes, mais là aussi, on garde un petit peu sur le traitement chirurgical. Voilà, on va passer sur ça, qui n'est pas votre principale problématique aujourd'hui, et on va venir ensuite sur nos azos qui ont un hypogonadisme. Donc, on est dans un profil de patient avec une azoospermie. On a un hypogonadisme, c'est une cause traitable en fait d'azoospermie non obstructive. Je ne vous ferai pas la gageure de vous réexpliquer la physiopathologie de l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadotrope en fait, mais grosso modo, on a besoin de l'AFSH et de l'ALH, une qui va agir sur le Sertoli et l'autre qui va agir sur le Leydig pour produire de la testostérone. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez les neurones à quispectine, vous avez aussi la leptine qui va avoir une action. Donc, en fait, c'est pas que GnRH, FSH, LH, testostérone. C'est bien d'autres choses qui sont impliquées. Et plus ça va, plus on en apprend avec aussi des polymorphismes, des récepteurs à la FSH. C'est pour ça qu'il y a certains patients qui ne répondent pas. C'est passionnant, mais ce n'est pas l'objet et j'ai 1h30. Voilà, donc grosso modo, les hypogonadismes hypogonadotropes, c'est pas si rare quand même, c'est à peu près 2% des hommes qui ont une azoospermie, c'est 1,6% des patients qui viennent pour une infertilité. Pour faire simple, vous avez les congénitaux, qui sont vus en général par vos confrères pédiatres, avec une atteinte neurologique, donc on les reconnaît bien parce qu'ils ont quand même en général une obésité, ils ont d'autres choses, et puis qui sont liés à des pathologies endocriniennes, et là aussi on les reconnaît bien. Alors, la plus connue, c'est le syndrome de Kallmann, avec cette fameuse insuffisance gonadique liée à une anosmie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gènes, en fait, qui sont impliqués, qui vous permettent d'expliquer, sans que ça modifie pour l'instant le traitement. Vous avez les acquis que vous allez voir à l'âge adulte, en fait, avec des insuffisances qui peuvent être gonadotropes, le plus souvent après une chirurgie d'un adenome hypophyse ou après
une infection de l'hypophyse, après une sarcoïdose, vous avez cause d'hyperprolactinémie, et puis vous avez certains freinages, le freinage par des androgènes, typiquement le culturiste, et certains freinages en fait par les œstrogènes, typiquement l'hyperœstrogénie sur les tumeurs à cellules et les Leydig. Alors, le traitement, en fait, là-dessus, c'est le gold standard. Il est super simple, en fait. C'est tous le même partout dans le monde. C'est l'association d'une FSH et d'une HCG pour l'activité LH, en fait, sur une durée de traitement assez longue qui va jusqu'à 2 ans, en fait. Mais grosso modo, au bout de 2 ans, en fait, on a 90% des patients qui n'ont plus qui n'ont plus d'azoospermie. Vous voyez, hop, si je traite 2 ans, alors ça coûte, effectivement, ça coûte un peu d'argent, mais j'ai des spermatozoïdes. Donc, si j'ai un super biologiste, je vais avoir un enfant. Et puis, vous voyez, alors, hop, le 75, en fait, c'est je suis à plus de 5 millions. Et puis, la courbe avec les petits ronds, en fait, là, j'ai eu une conception, en fait. Donc, c'est quand même des traitements qui fonctionnent. C'est l'induction de la spermatogenèse, c'est aussi l'induction des enfants à la puberté. Ça a peu d'effets secondaires, c'est efficace, c'est diablement efficace. Il y a plein d'autres protocoles que celui-ci qui fonctionnent aussi. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on veut que ça fonctionne mieux à l'âge adulte, il ne faut pas hésiter à traiter en fait dès l'adolescence avec un début de traitement par FSH en fait pour multiplier la sertolie. Et une fois qu'on a traité à la FSH, on rajoute de la LH et là, on va obtenir une spermatogenèse beaucoup plus rapidement. Il y a des facteurs pronostiques, c'est-à-dire que ça a beau marcher, ce n'est pas la panacée. C'est le plus mauvais pronostic quand vous avez aussi un patient qui a une cryptorchidie. C'est le plus mauvais pronostic quand on a un faible volume testiculaire. Ça dépend, c'est mieux quand c'est acquis que congénital. Quand on a certaines mutations du gène DAX, c'est moins efficace. Alors, je vais vous présenter un petit cas clinique pour que ce soit, enfin 3 petits cas cliniques pour que ce soit interactif. Alors, premier cas clinique, c'est Monsieur H. Monsieur H, il vient me voir, ils sont beaux, ils sont jeunes tous les deux. Lui, il est chauffeur poids lourd, elle est auxiliaire de puère. Ils ont déjà un enfant ensemble qui a maintenant 6 ans et demi, avec un DNC très très bas, 4 mois. Ils ont été hyper rapides à l'avoir. Lui, il a un gros antécédent de tuberculose, il a passé du temps en réa en fait. Et puis rien d'autre, voilà. Il se plaint de rien, il n'a pas de soucis érectiles, éjaculatoire, il est petit, mais bon, voilà, rien de particulier non plus, quoi. Et je lui premier spermogramme en février 2022, concentration à 1 million. Deuxième spermogramme, cryptozo extrême, 83. On fait un spermogramme, plus de spermatozoïdes, congélation impossible. Il a eu son karyotype, hein, c'est une évidence. Sans bilan hormonal, en fait, alors que cet homme avait déjà eu des enfants auparavant, enfin un. Vous voyez, une FSH et une AH qui sont extrêmement diminuées. Une testostérone qui est normale basse, en fait. À l'examen clinique comme à l'échographie, 2 petits testicules. Pour vous, qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Yes, j'ai entendu un axe hypothalamo-hypophysaire. Oui, alors effectivement, en fait, ce patient, il a sur sa réanimation, sur sa tuberculose, en fait, il a fait une aplasie hypophysaire et derrière, en fait, il a une insuffisance hypophysaire aussi bien sur l'axe gonadotrope que sur l'axe de la thyroïde. Donc lui, en fait, on lui a fait une IRM, on voyait bien en fait qu'il y avait un aspect hypotrophique de l'hypophyse. J'ai traité en fait avec une activité FSH et une activité LH. On a retrouvé des spermatozoïdes dans l'éjaculat, on a congelé, on a fait une ICSI, on était heureux. Derrière, il a une supplémentation de testostérone. Alors, Monsieur V, lui, infertilité primaire de 18 mois. Ils sont jeunes, tous les deux. Ils sont mignons, en fait. Pas grand-chose de son côté. AVP moto en 2012. Trauma scrotal, son extraction de l'albuginée. Au niveau familial, peu de choses. Il se drogue pas, il fume pas, il est pas gros. Voilà. Premier spermogramme, OATS sévère, en fait. Deuxième, OATS sévère aussi, aux alentours de 1 million, une mobilité à 53, des formes typiques à 3, des TMS qui sont redoutablement bas. Un bilan biologique que je considère comme plutôt rassurant, avec une FSH à 4,8, une testo à 4,9, une IBIN à 254, qui me fait dire que son testicule, il en a plutôt sous le pied. De façon systématique, je lui demande un karyotype, une microdélétion, et puis il a effectivement
des testicules qui sont un petit peu en rapport avec son bilan hormonal, c'est-à-dire des gros testicules et une énorme varice grade 3 unilatérale gauche. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Vas-y. Ouais, t'opères la varicocèle. Ouais, ok, voilà, on est admis, ça y est. Effectivement, en fait, on n'a pas vu ça. Ils ont fait une première ICSI. Alors, j'ai pas dit que les biologistes, ça marchait pas à chaque fois, mais grosso modo, elle est jeune, on a récupéré plein d'ovocytes, 10 embryons. À J5, on avait un seul blasto, le reste était lysé. Et malheureusement, en fait, il n'y a pas eu de grossesse. Donc, on avait envisagé soit de reprendre une FIV, soit, en fait, vu qu'elle était jeune, de traiter la varice. J'ai traité la varice, ça c'est mon compte rendu opératoire, pour ceux qui veulent l'avoir. Et puis à 3 mois, en fait, on a une bonne amélioration du spermogramme, hein, c'est ce que je vous ai dit. Plus la varice est grosse, plus on a une bonne amélioration. Donc ça, c'est un truc typique. On est passé de 1 à 14. Et en 5 mois, ils avaient la grossesse spontanée. Lui, j'ai continué là-dessus sur un an avec une amélioration au fur et à mesure du spermocytogramme. Monsieur N, Monsieur N, il est génial. C'est un patient qui est culturiste, qui travaille dans les renseignements, qui prend des anabolisants à très très haute dose, en fait. Il est comme ça quand il vient me voir, en fait. Il fait 7 heures de sport par semaine. Sur les spermogrammes, une crypto puis une azo. Son profil, bien entendu, il est culturiste, donc il a une FSH indétectable, une testo très basse quand il fait effectivement son bilan biologique en dehors de la prise d'anabolisants. 2 testicules qui ne sont pas si petits, un karyotype qui est fait systématique, 46XY. Lui, en fait, pareil, traitement classique de l'hypo-hypo, en fait, HCG-FSH. Et derrière, en fait, je les monitore, plein de spermatozoïdes, on a congelé. De mémoire, ils ont fait un bébé sous la couette. On a arrêté le traitement, on l'a remis sous testo. Et là, ils veulent le refaire le deuxième, donc en réinduit. Donc là, le deuxième, il est prévu pour septembre. Donc, il a arrêté la testo. Et on a recommencé les traitements d'HCG à partir de juin. Donc, vous voyez, c'est des cas cliniques en vie réelle, en fait, qui appliquent ce que je vous ai raconté juste avant. De temps en temps, vous avez des patients sur les azos qui ont des obstacles. Et les obstacles... Docteur Méthos, est-ce qu'on peut vous arrêter pour voir est-ce que dans la salle, sur ce que vous avez dit, on a déjà des questions? Parce que sinon... On va dire, Claire Speed, hein, du coup, moi, Sinon, ça va aller comme ça. Je vous connais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté, s'il vous plaît? Sur l'hypogonadisme et l'hypotrophie, hypogonadotrophe et sur la varicocèle. Oui, allez-y. Micro est là. Moi, j'ai juste une question sur le Kalman. Ouais. Parce que le Kalman, finalement, on va le transmettre. Alors, j'ai pas dit que... Alors, je ne l'ai fait... Enfin, j'ai pas parlé de conseil génétique. J'ai pas parlé de tout ça, quoi. J'ai donné les traitements à mettre en place pour récupérer la pathogénèse. Donc, on n'a pas parlé d'éthique. Hein, voilà. C'était justement la question. C'était un peu dans la suite des débats tout à l'heure. Le gars, il a une Kalman, d'accord. On sait que, ben voilà, si... Non, mais de toute façon, aujourd'hui, les guidelines, c'est aussi que devant chaque anomalie génétique, il doit y avoir un conseil génétique. Donc, les gens doivent se voir expliciter ce qu'ils vont transmettre à la descendance, que ce soit des choses relativement peu graves, entre guillemets, comme une microdélétion type C du chromosome Y, d'accord, qui est peu grave, hein, ça donne une infertilité, c'est tout. On n'en meurt pas, quoi. Le Kalman, c'est quand même autre chose, en fait. Alors après, si on veut vraiment ouvrir le débat, et ça, on va en parler un petit peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé des enfants, quand on est en mauvaise santé soi-même, quand on a une obésité, on va transmettre des profils épigénétiques particuliers aux patients. Les patients qui fument vont transmettre un profil épigénétique particulier à leur descendance. Donc oui, on peut ouvrir le débat, en fait, de ce qui est de l'éthique, mais il faut l'ouvrir de façon extrêmement élargie. Vous avez d'autres... Allez-y. Micro, s'il vous plaît. Le micro. Allez-y au micro comme ça. Prenez votre... Pour le troisième cas clinique, le culturiste, Yes. il prend de la testostérone. Est-ce qu'il y a un facteur pronostic, le temps d'exposition à la testostérone pour les on-off? Ouais, alors lui,
lui, il prenait de la testo, il prenait de l'HCG, il a pris des tonnes de choses pendant 5 ans. Il y avait des testicules qui n'étaient pas si petits et surtout, ils ont très très vite répandu. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein. C'est-à-dire que quand on part sur les tout petits testicules, lui, j'ai noté, hein, il faisait 10 ml, donc on a réussi. Quand on part sur des tout petits testicules d'un mec qui a pris en fait des hormones pendant des années, ça va pas fonctionner. On peut essayer, mais ça va pas fonctionner. Et surtout, du coup, ces patients-là, il faut leur faire arrêter. Ce qu'ils vont aussi transmettre, c'est un risque non pas pour leur descendance, mais pour eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que les culturistes qui prennent des traitements comme ça, ils se surajoutent des risques au niveau cardiovasculaire énormissimes. Donc, grosso modo, ils vont peut-être faire des enfants, mais ils n'auront pas de papa. Je sais qu'il y a des médecins qui suivent ces patients et qui font des protocoles on-off avec éco-cœur et tout ça pour ne pas avoir un problème de surdosage. Alors, en fait, grosso modo, alors il y a ceux qui veulent avoir une testostérone ultra supraphysiologique. Et moi, ces patients-là, je ne les prends pas je refuse de prendre en charge. C'est pas, je suis pas là pour les transformer en super-héros. Après, en fait, souvent, ceux qui ont un abus d'anabolisant, ce qu'on retrouve, en fait, c'est un métabolisme extrêmement rapide de la testostérone. Donc, typiquement, en fait, si on leur fait une injection d'ordotardil toutes les 3 semaines, ça ne marche pas parce qu'ils ont un creux extrêmement rapidement. Donc, typiquement, ce qui fonctionne chez eux, c'est leur faire une demi-ampoule d'ordotardil toutes les semaines. Là, ils fonctionnent très bien. Ils ont une testo qui est subnormale, mais qui n'est pas à 3 fois la normale. Ils sentent bien, ils se sentent bien. Hein, voilà. Mais quand on leur laisse, en fait, typiquement trop longtemps, trop longtemps leur testo, c'est-à-dire leur dose en retardil, si on le fait toutes les 3 semaines, les derniers 10 jours, ils sont extrêmement mal parce qu'ils sont habitués à avoir une testostérone très au plafond. Dernière question pour votre patient. Vous n'avez pas conseillé de faire une congélation? Si, il a congelé. Si, bien sûr qu'il congèle. Une question, docteur, maintenant. Je suis là, dans la modération. Là. Dans la génésie bilatérale des canaux différents, vous êtes obligé, il faut obligatoirement doser le CFTR, non? Ou on peut se passer de ça? Ah non, aujourd'hui, on ne veut pas se passer de ça. Hein. C'est-à-dire que sur on a posé le diagnostic. La recommandation, en fait, sur une naso-obstructive, c'est d'aller faire un panel du gène CFTR. Donc ça, c'est une recommandation internationale. Voilà. ADG-RD2, en fait, tout le monde ne le fait pas. Mais la recommandation internationale, c'est de faire CFTR. Et en général, de toute façon, quand on a une naso, les patients, ils ont le karyotype, le CFTR et la microdèle. Et sûrement bien d'autres choses dans les 10 ans qui vont suivre. Donc avant d'aller plus loin, il faut ça. Alors ça, c'est la checklist minimum. Hein. Sinon, ça ne sert à rien de les mettre au bloc opératoire. Sinon, ça sert à rien, il ne faut pas les mettre au bloc opératoire. Il faut ça et un conseil génétique. OK. Pour revenir à la varicocèle, quelle est votre conduite à tenir quand on a des varicocèles chez des adolescents? Alors, l'adolescence, c'est un autre sujet. Donc, l'adolescent, en fait, là aussi, aujourd'hui, on a des guidelines qui sont assez clairs. On traite une varicocèle chez l'adolescent si on a une non-symétrisation des 2 testicules dans l'année. Je m'explique. Il a une varicocèle gauche, il a un testicule droit qui fait 10 cc, un testicule gauche qui fait 6 cc. Grosso modo, la symétrie testiculaire, c'est extrêmement fréquent dans la population adolescente. Normalement, par contre, ça se récupère. Okay, donc, on va les suivre 6 mois, 1 an. Si on n'a pas de récupération au bout d'un an, on va traiter la varice. Oui. Et c'est pourquoi il est préconisé, l'inhibine B est préconisé en dehors des azoospermies et quelle est la valeur seuil dans le cas pour espérer trouver des spermatozoïdes, quelle est la valeur seuil? Alors, je vais vous répondre dans 3 diapos. Oui, et comment elle est dosée parce que c'est pas du tout évident de la doser. Ouais, je vais vous répondre dans quelques diapos sur les dibines. Dernière question pour poursuivre, pour ne pas... Sinon, une question de modération. Oui. Vous ne traitez pas HCG plus HMG. Est-ce que vous êtes obligé d'attendre absolument 3 ou 4 séances de spermatogénèse pour que le... Pas du tout. J'ai dit, en fait, ça peut prendre... Pour qu'il fasse ses enfants à la couette. Dès que vous avez un début de spermatogénèse, vous faites votre ICSI parce que... Non, mais j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit de commencer l'ICSI tout de suite. J'ai dit que ça prenait du temps
d'avoir en fait plus de 5 millions pour être traité jusqu'à 2 ans. Oui. J'ai pas dit il faut. Si Pour typiquement, nous, 2 ans, c'est beaucoup d'argent. non, mais j'ai pas dit il faut attendre. J'ai dit en fait, on peut avoir une conception naturelle, ça peut prendre énormément de temps. Au demeurant, en fait, extrêmement rapidement, on a une spermatogenèse. Et rien ne nous empêche de commencer l'ICSI. Après, les couples, voilà, on est là pour les conseiller, leur dire. Typiquement, si elle est toute jeune, voilà, peut-être on peut leur laisser 1 an tranquille. Vous n'êtes pas contre de faire... Mais je suis absolument pas contre. Non, je suis contre aller faire une microthésée ou une thésée sans avoir de cariotype et sans avoir traité une varicocèle. Mais je suis absolument pas contre de commencer une ICSI d'emblée après avoir traité un hypo-hypo. Avec déjà 1 million, on peut... Oui, largement, oui. Une dernière question du panel. S'il vous plaît, à propos de l'hypo-hypo, le traitement instauré, souvent, ça donne des résultats favorables. Est-ce que la durée de traitement, souvent, il faut attendre? Alors, est-ce qu'il y a un certain délai avant d'arrêter le médicament? C'est d'autant plus, Non. souvent, on ne voit pas les résultats dans les 6 mois, c'est peut-être une année plus. Est-ce que vous avez été Non, moi, ce que je fais, c'est que je les traite, je congèle et on déclenche une ICSI. Et puis, et dès qu'on a la grossesse, je les arrête. Souvent, les biologistes, ils préfèrent quand même travailler sur un éjaculat frais. Donc, c'est pour ça que je conserve le traitement. Et dès qu'on a la grossesse, je les re-switch sur un traitement substitutif simple à la testostérone. Et s'il vous plaît, deuxième question rapidement, très bref, c'est à propos des azoospermies secondaires aux anabolisants. Oui. Souvent, on constate un retentissement testiculaire avec des hypotrophies importantes. La reprise n'est pas constante. Non, Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites dans Non, mais cette situation? la reprise, elle n'est pas constante. Hein. C'est sûr que quand on a des petites testicules qui font un cc de chaque côté, ça ne reprend pas. Enfin, ça reprend plus difficilement. Mais de façon systématique, en fait, moi, je leur arrête les anabolisants, je leur dose tout, s'ils arrivent à le supporter. Et là, en fait, je leur commence un protocole de FSH et d'HCG, et puis je vois comment ça répond. Parce que si ça ne répond pas, si la testo reste extrêmement basse, si les testicules, en fait, ne sont plus suffisants pour reprendre, j'arrête tout et je leur explique qu'effectivement, on va aller sur autre chose. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Ça, on gagnera du temps. Ok, d'accord. Bon, alors, les obstacles, donc on n'est pas du tout sur... on est sur les obstacles traitables. Juste pour vous dire que ça existe et vos urologues savent les traiter. Donc, on a du constitutionnel, on a parlé tout à l'heure. Et puis, on a surtout de l'acquis. Là, en fait, c'est hyper important là-dessus de ne pas hésiter à faire une biochimie du liquide séminal pour savoir un petit peu où on en est, où est l'obstacle. Et aujourd'hui, vous avez des belles chirurgies là-dessus. Il y a peu d'urologues dans la salle, mais ça fonctionne assez bien. Donc, typiquement, la vaso-vaso. J'ai un petit film, je vais vous montrer pendant que je parle. Hop. Voilà, la vaso-vaso, en fait, donc typiquement, l'obstacle qui est différentiel, c'est quelque chose qu'on fait bien avec une récupération de spermatozoïdes dans l'éjaculat qui va varier entre 70 et 90% des patients. Regardez comme il est beau ce film. Hop, on a les deux petits différents. Ce qui compte, en fait, quand on fait ces chirurgies-là, c'est de regarder ce qui se passe et d'avoir un biologiste dans la salle. Parce que si on le fait à tout le monde, on a des mauvais résultats. Et par contre, si on le fait à partir du moment où on a un flux de liquide séminal avec des spermatozoïdes présents mobiles, on a un intérêt à aller en fait à faire une anastomose. Si vous n'avez pas ça, l'anastomose ne sert strictement à rien. On va aller chercher des spermatozoïdes soit dans l'épididyme, soit dans le testicule. Ça, vous voyez, puis après, c'est des chirurgies qui se font sous microscope, qui nécessitent une courbe d'apprentissage, mais grosso modo, qui sont quand même relativement simples. Hop, on les ferme, on ferme, c'est beau, c'est magnifique. Et si elle est jeune, si les facteurs féminins sont intéressants, ça vous permet en fait d'envisager une grossesse spontanée. Il faut du matériel spécifique, il faut une courbe d'apprentissage, il faut des bons yeux, un bon micro, du fil très très fin, un peu de temps, ne pas trembler ou pas trembler trop, ou avoir un robot, et ça fonctionne bien. Et surtout, avoir un biologiste qui vous dit est-ce qu'il y a du liquide séminal avec des spermatozoïdes. Je passe là-dessus. Voilà, la vaso-épidymostomie, c'est plutôt chez les patients qui vont présenter un obstacle qui va être post-infection. On en voit de plus en plus, en fait. Là aussi, un matériel super spécifique.
Là aussi, un petit film, et vous allez voir, on est à peu près sur la même chose. Hop, on incise. On aime bien inciser, nous, les urologues. On incise, on va sur l'épididyme. Alors, typiquement, en fonction du germe qui va être... voilà. Typiquement, en fonction voilà, vous allez voir, là, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de fluide qui sort. On arrête la vaso-vaso. On passe sur la vaso-épidymostomie. Donc, on ne travaille pas seul dans notre coin. Et en fonction du germe qui va avoir atteint les épididymes, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. Typiquement, en fait, sur des germes intracellulaires comme les chlamydia, ça donne des obstructions avec des tubules qui sont très très fins et ça fonctionne moins bien. Tandis que si vous avez des gros nodules comme peuvent donner le gonocoque, on va avoir des meilleurs résultats. Donc là aussi, on va inciser la vaginale de l'épididyme. On va inciser ensuite notre épididyme. Si on a un flux de liquide séminal, eh ben on part sur une épidymostomie. Et vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui se fait facilement. Pareil, du temps, des bons yeux, un bon micro, ne pas trembler. Hop, on ramène notre petit déférent. On va faire une ouverture sur le petit canal de l'épididyme. Hop, on voit qu'il y a un flux qui sort. Et là aussi, c'est hyper important d'avoir un biologiste dans la salle. Un andrologue ne peut pas travailler sans un biologiste et sans un gynécologue qui lui adresse des patients. Et en fait, notre vaso-épidymostomie, ça donne de moins bons résultats tout de même que la vaso-vaso, mais ça donne des résultats qui paraissent totalement intéressants sur des interventions quand même qui sont très peu risquées et qui permettent quand même de retrouver des spermatozoïdes naturellement dans l'éjaculat. Ce qui est aussi plus facile quand on veut travailler sur une future... hop, voilà, hop, voilà. J'ai passé voilà, le cas clinique de Monsieur K, cette fois-ci. Attendez, voilà. Regardez, Monsieur K, en fait, il est jeune, il est artisan. Il a, lui, en fait, un antécédent de cure d'hernie inguinale bilatérale, une ectopie testiculaire opérée dans l'enfance. 1m75, 75 kg, sa femme est jeune, elle a un profil hormonal qui est parfait, un bon CFA, des bonnes trompes, etc. Ils ont des rapports sexuels réguliers. Et puis, en fait, il a un spermogramme avec un pH diminué, un volume qui retrouve une petite hypospermatogénèse. Et à chaque fois, l'absence de spermatozoïdes. Le premier spermogramme, c'est dans un laboratoire avec qui on ne travaille pas, qui a trouvé 2 spermatozoïdes. On lui a fait une biochimie, mais surtout, on lui a fait une IRM. Alors ça, ce que vous voyez, ça, c'est pas la vessie. Hein. Ça, c'est son kyste de l'utricule. Je vais vous mettre d'autres photos. Donc, en avant, vous avez la vessie. Voilà, hop, et hop. On va croire que j'ai bu. Voilà, la vessie est là. Et derrière, c'est l'énorme kyste. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ouais, ok, d'accord. Dans le kyste. Ok. Alors, dans la salle, qui est-ce qui opère le kyste en se disant je vais avoir des spermatozoïdes naturellement dans l'éjaculat? Personne. Personne ne veut opérer ce beau qui, pourtant, il donne envie. Hein. C'est sympa à faire ça. Ok. Qui est-ce qui va directement sur l'épididyme? Personne ne va sur personne ne va aller sur l'épididyme. Alors moi, j'ai joué la carte je sais pas ce qui se passe pour de vrai, en fait, parce que grosso modo, il a eu une chirurgie d'hernie inguinale bilatérale. Il a eu une ectopie dans l'enfance. L'ectopie, c'est 40% d'obstructif. Je me suis dit, si je lui opère le kyste et que j'ai pas de spermatozoïdes qui vont sortir, bah, je me trouverai comme une conne. Je l'ai opéré le 14 février. Je lui ai dit, écoutez, moi, je pense que ce qui est sage, c'est d'aller chercher les spermatozoïdes sur de l'épididyme, les congeler, comme ça, on sera sûr que vous allez être papa. Et puis, le kyste, le gênait. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai ponctionné comme si je mettais un cystocate sous écho. Il y avait des tonnes de spermatozoïdes dans le gros kyste. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai simplement surveillé les spermogrammes pour voir s'il y avait une spermatogénèse qui revenait naturellement. Et le jour où le kyste repousse, bah, j'irai l'opérer, quoi. Mais bon, ça se trouve, ce sera dans 10 ans, quoi. Donc, j'ai fait primum non serré. Il voulait des enfants.
Ils ont été opérés le 14 février. Et puis ils étaient super sympas. Ils vont l'appeler Valentin ou Valentine, ce sera génial. Moi, j'aime bien créer du lien et des histoires avec les patients. Voilà, donc vous voyez, c'était un énorme kyste. Et en plus, lui, il avait aussi une anomalie rénale, hein, vous voyez. Là, il a un seul rein avec une malrotation. Voilà. Donc, grosso modo, en fait, ça se fait, ces chirurgies-là, il faut y penser. Alors, la chirurgie d'extraction, est-ce qu'il y a... comment, pour qui, etc. Alors déjà, est-ce qu'il y a des marqueurs qui vont nous dire qu'il faut aller faire une chirurgie d'extraction? Est-ce qu'il y a des marqueurs qui peuvent nous répondre, la FSH, le volume, l'inhibine? Eh bien, il n'y a aucun marqueur suffisamment ubiquitaire pour vous dire il n'y a pas d'intérêt à aller faire une biopsie. Le volume, effectivement, ça a une valeur prédictive, mais pas suffisante. La FSH, ça a une valeur prédictive aussi, mais pas suffisante. Elle est en général inversement proportionnelle au nombre. Idem sur l'inhibine. Il n'y a rien aujourd'hui qui soit suffisant pour donner une valeur prédictive négative d'aller faire une thésée. La seule chose qui soit intéressante, c'est la testostérone. C'est-à-dire que si on n'a pas une testostérone qui est suffisamment élevée, on n'a pas de spermatogénèse, parce que la spermatogénèse est dépendante de la testostérone intra-testiculaire. Et l'autre truc qui est important à savoir, c'est qu'est-ce qu'on a comme histologie. Alors aujourd'hui, on ne fait pas d'histologie à but anatomopathologique, surtout jamais, never mort en fait. Mais par contre, on peut essayer de la deviner. Et ça, moi, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Grosso modo, en fait, on peut essayer de la deviner en faisant quoi? En voyant le volume du testicule, la FSH et l'inhibine. Et en fonction, en fait, de tout ça, on va y penser. Typiquement, j'ai des petits testicules, une FSH élevée, une inhibine abaissée. Je vais me dire ça peut être soit... ça peut être une hypospermatogénèse ou une spermatogénèse focale. J'ai typiquement un faible volume, une FSH élevée, une inhibine abaissée. Là aussi, ça peut être une aplasie germinale. Et puis, j'ai le truc, en fait, qui est très, très casse-gueule. C'est-à-dire, le patient chez qui on a envie d'y aller, gros volume, bonne FSH, inhibine normale, ça c'est un arrêt de la maturation. Ça donne un profil de pseudo-obstructif. C'est extrêmement mauvais. Donc, la première chose à faire, moi, quand je vois des patients, c'est que l'ensemble du bilan, j'essaye de deviner, en fait, ce qu'ils ont comme anatomopathologie pour guider ma conduite à tenir. Et puis ensuite, en fait, je vais leur proposer de la chirurgie. Alors, je vais leur proposer, pour ma part, de la microthésée, le plus souvent, en fait, parce que ça donne des meilleurs résultats aujourd'hui. Ça a été mis en balance par une première méta-analyse et puis il y a eu une update qui est toute récente, qui date de 2022, qui dit que grosso modo, ce qui compte, c'est d'avoir un chirurgien au volume. C'est-à-dire que la courbe d'apprentissage de la microthésée, c'est pour devenir bon, c'est 100 minimum, 500 pour être très bon. Voilà, donc faire une microthésée 2 fois dans l'année, il faut arrêter. Et c'est des chirurgiens experts ou dans des centres à haut volume. Voilà, c'est ça qui va faire la différence avec un bon taux d'extraction. Comment ça se passe? On a fait aussi un petit workshop, vous voyez, comme ça, on va faire une incision équatoriale parce que le testicule, c'est une glande extrêmement hétérogène, comme la prostate, donc on a besoin de tout voir. Et ce qu'il faut apprendre, en fait, c'est à regarder les tubes. Alors, je vais passer, vous voyez, en fait, là, hop, c'est pas pratique ce truc, hein. Là, j'ai des plus gros tubes. Donc, je vais passer en mode... Ok. Donc, vous voyez en haut sur les flèches bleues, des plus gros tubes. Je pense que la lumière, on peut arrêter un petit peu la lumière, le projecteur qui est là, pour qu'on voit. S'il vous plaît. Je vais vers ma star. Voilà. Donc, c'est important, en fait, parce que c'est la taille et la couleur des tubes qui va nous guider. Donc, voilà. Et ça permet... J'ai plein de photos, hein, donc de toute façon, ça va durer un petit moment. Ça permet, en fait, d'aller faire des biopsies qui vont vraiment être guidées par l'endroit idéal. Donc, vous voyez, ça, c'est... donc, sur celui-ci, sur la photo, hop. Voilà, là. Mais c'est mieux. Vous voyez mieux, là? Sur la photo B, en fait, ça, il y a plein de petits lédigomes. Et à côté de ces petits lédigomes, à certains endroits, on va trouver, en fait, des tubes un peu dilatés. Là aussi, on en a un ou deux. Et vraiment, à faire du sparring, vous voyez celle du bas,
on a 5 tubes qui vont être un peu plus dilatés. C'est ceux-là qu'on va chercher. On va les tirer gentiment pour les ramener. Ces tubes-là, ensuite, ils partent directement au laboratoire du biologiste. Ils sont et dès qu'on a suffisamment de recueil, Je pense que c'est ça ce qui conditionne la courbe d'apprentissage, c'est de discerner un petit peu. c'est hyper important en fait. Mais la microthésée, c'est un peu de dissection et c'est surtout en fait comme savoir reconnaître les coups de pinceau d'un peintre en fait. C'est ça qui conditionne le truc. C'est savoir disséquer, savoir prendre du temps, avoir un excellent biologiste. C'est extrêmement important aussi parce que ça va prendre, ça prend 2 heures au bloc opératoire. Ça prend derrière, en fait, sur la paillasse, à peu près 7 heures de préparation, de réextraction, etc. Donc, il faut un combo uro-andro-biologiste extrêmement serré. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Voilà. On peut faire d'autres incisions. Ça, c'est plutôt sur les petites testicules. C'est une incision de Kentaro. C'est une incision qui est contralatérale des épididymes. Ça permet de voir différemment le tubule. Et puis ça, c'est un petit film. Je ne vais pas vous le passer. Je les ai passés assez de films. Au demeurant, la microthésée, ça paraît très invasif. Par contre, en fait, il y a des vrais avantages. C'est qu'on va préserver la vascularisation. Quand vous faisiez une thésée, vous avez une incision un peu à la vas-y que je te pousse en abîmant les vaisseaux sous l'albuginée. Là, en fait, on les préserve. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je fais une incision qui ne va pas entièrement faire une diffraction sur l'albuginée. Je les regarde sous microscope et tous ceux que je vois, je fais un tout petit trou, je les pousse et je fais absolument 0 hémostase. On retire beaucoup moins de pulpe et du coup, en fait, derrière, si on a un volume qui est moins important, on a aussi des patients qui sont avec moins de risque d'hypogonadisme. On a quand même des hypogonadismes, c'est normal. On partait déjà sur les patients qui avaient un profil qui était hypogonadique chez ces patients-là. Donc, vous voyez, grosso modo, l'importance, c'est un bon bilan hormonal et ensuite d'essayer de deviner l'anatomopathologie que vous devriez avoir pour donner un facteur pronostic à vos patients. Et si vous avez à faire une chirurgie, la mettre dans les mains d'un centre expert, d'un chirurgien dans lequel vous avez confiance, avec un laboratoire qui sait travailler les tissus, parce que grosso modo, au laboratoire, c'est chronophage. Aujourd'hui, ils ont plein d'évolutions pour aller chercher ces spermatozoïdes dans les tubules. Alors, je ne suis pas biologiste, je laisserai la parole à mes éminents confrères. OK. Sur Des questions sur cette partie? Des questions dans la salle? Allez-y, au micro. Bonjour madame. Bonjour. J'aime bien votre topo parce que vous faites en fonction de ce que vous êtes. C'est-à-dire vous êtes chirurgien. Donc vous faites de la chirurgie. Oui. Moi je ne suis pas d'accord dans la mesure où systématiquement ce type de chirurgie est quand même pour l'avenir assez obérante. C'est-à-dire qu'on peut le faire qu'une fois, au maximum, voire 2. Et même en disséquant, moi j'en ai fait pas mal aussi dans ma carrière, même en disséquant de façon très prudente, etc., il reste des séquelles, de toute façon vasculaires et endocriniennes, dans des testicules qui sont déjà, au demeurant... Et pourquoi y aller plusieurs fois, en fait? Parce que l'idée, c'est d'optimiser, en fait, à un moment. Oui, d'accord, mais et si vous n'avez pas de résultat, vous êtes arrivé de ne pas avoir de résultat. Tout à fait. Une biopsie testiculaire. Bon, donc vous êtes tenté de faire autre chose, peut-être essayer de l'améliorer, peut-être opérer un varicocèle et vous dire... Ah non, mais moi, j'opère. Non, mais moi, je vais pas faire une microthésée sans avoir opéré le varicocèle. Je vais pas faire une microthésée sans avoir normalisé la testostérone. Je vais pas aller faire une microthésée sans que le patient ait arrêté de fumer, sans avoir amélioré son poids. Même, ça ne justifie pas, je veux dire, qu'on opère. Ça ne justifie pas. Même si vous prenez toutes vos précautions, vous aurez des biopsies négatives. Alors, ceci dit, ma première question est, est-ce que vous avez une expérience du marqueur qui consiste à doser l'AMH, un ratio d'AMH sur testostérone totale? Oui, il y a la littérature dessus, bien sûr. Bon. Et donc, vous avez une expérience positive avec ce type de ratio? Moi, mon expérience positive, en fait, c'est de normaliser dans un premier temps la testostérone. Aujourd'hui, il y a vraiment pas de marqueur qui soit ubiquitaire qui va vous permettre de dire si on va avoir une hématogénèse. Les 2 vrais marqueurs de
la possibilité d'extraction, c'est la testostérone. Une testo, en fait, qui est sous la normale, on sait qu'on ne va pas avoir de spermatozoïdes à la biopsie. Hein. L'autre marqueur, c'est la pathologie. Si on a des arrêts de la maturation précoce, on sait que la probabilité de deuxième extraction positive et l'intérêt d'un traitement, il est extrêmement faible. Un taux de testostérone ne vous donne pas la certitude. J'ai pas dit que ça me donnait la certitude. Non, j'ai dit qu'un taux de testostérone inférieur à la normale me donnait la certitude de ne pas avoir de spermatozoïdes à la biopsie. J'ai pas dit que quand j'avais une testo normale, j'aurais à tous les coups des spermatos. J'ai pas, je n'aurais pas. C'est une double négation. C'est pas un double positif. J'ai une testo, j'aurais. Donc, est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée ici sur quel marqueur vous décidez d'y aller ou de ne pas aller? Alors, les marqueurs, je peux vous donner des marqueurs qui vont me dire je ne vais pas aller faire de biopsie. OK. Premier marqueur, c'est j'ai une microdélétion A ou B. Voilà, ça, je n'irai pas faire de biopsie. Le deuxième marqueur, j'ai un hypogonadisme avéré qui ne va pas répondre aux différents traitements d'induction, je n'irai pas faire une biopsie. Le troisième truc, j'ai un patient qui a un tout petit volume testiculaire, qui n'est pas un patient qui a un syndrome de Klinefelter. J'aurais beaucoup de mal à aller jusqu'à la biopsie. Le troisième truc, c'est j'ai un patient qui a déjà eu 2-3 biopsies, qui a un arrêt de la maturation. Bien sûr, je ne vais pas y aller. Et ça, ce ne sont pas des marqueurs biologiques. Mais aujourd'hui, la FSH n'est pas... Mais aujourd'hui, on n'a pas un marqueur ubiquitaire qui vous dise en 100% des cas, je vais avoir une réponse. On est d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse. Non, mais il n'y a pas de réponse. C'est pour ça, moi, je vous donne... À 100%, je suis d'accord. Mais vous n'avez pas de marqueur précis pour dire j'y vais pas. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un marqueur. C'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, quand on voit un patient et avant d'envisager une biopsie, avant de lui dire la probabilité d'extraction chez vous, elle va être de ça, c'est hyper intéressant en fait de prendre les marqueurs de volume testiculaire, de FSH et d'inhibine en se disant en fait, c'est pas celui qui paraît le plus rassurant, c'est-à-dire le gros testicule, l'inhibine qui est bien, l'FSH qui est bien, dans un tableau d'azo non obstructif, et à vous dire, celui-ci, je vais avoir 90% d'extraction positive. Pas du tout, ça, c'est un arrêt de la maturation précoce. On va avoir très peu de biopsies positives. Donc, moi, le but, c'est pas d'aller opérer tous les patients, c'est pas ce que j'ai dit. C'est d'aller les opérer au mieux en leur donnant, en fait, un pronostic le meilleur possible. J'ai pas dit qu'il fallait tous les opérer. J'ai pas dit qu'il fallait faire de la microthésée à tout le monde. J'ai dit que la microthésée, il fallait savoir la faire. La courbe d'apprentissage, c'est 100 patients. C'est énormissime. Pour une prostate robot, en fait, la courbe d'apprentissage, c'est 20 patients. Fonctionnant avec une aiguille, ça donne quoi? Alors, il y a des équipes qui fonctionnent à l'aiguille. Effectivement, il y a peu d'équipes qui le font. Moi, je trouve que en termes de parenchyme testiculaire, ça va, c'est quand même un petit peu, ça va avoir un impact sur la vascularisation. Moi, je suis pas une adepte de la ponction à l'aiguille. Oui, merci. Alors, un complément de réponse pour Dr André Azout. Oui, après. Donc, à un moment donné, vous avez beaucoup travaillé sur l'inhibine B et à un moment donné, on se basait sur une éventuelle possibilité de trouver donc des spermatozoïdes après biopsie si l'inhibine B est supérieure à 100. Mais je pense actuellement, c'est le plus c'est un facteur valable dans la littérature. Et puis, deuxième chose, par rapport à l'hypogonadisme, dans la littérature, les hypos sont observés après une biopsie classique. Ils n'ont pas avec la microthésée. Si, non, mais avec la microthésée... Non. Ça, je l'ai pas dit. Ça, je l'ai pas dit. Avec la microthésée, on a aussi. C'est son avis, c'est pas... Ouais, d'accord, ok. Mais en tout cas, je sais pas si c'est votre avis, mais en tout cas, il y a des reviews dans la littérature. Après la microthésée, on a aussi, en fait, on en a moins qu'avec la thésée classique. Mais qui est réversible. Mais on a aussi des hypogonadismes, mais c'est des patients qui étaient déjà en presque hypogonadisme. Donc voilà, à partir du moment où on va toucher le parenchyme testiculaire, oui, effectivement, on peut avoir, on va léser un petit peu le tissu. Docteur Meta, sur votre expérience, quels sont les facteurs pronostiques
dans une première microthésée négative qui vous pousse à aller vers une deuxième? Est-ce que vous avez des facteurs de pronostic qui vous disent que peut-être que la deuxième serait la bonne? Alors, moi, personnellement, moi j'aime pas le 1 plus 1. C'est pas ce que je fais. C'est que quand je prends en charge un patient, c'est un deal avec le patient. C'est-à-dire que moi, je vais le préparer sur du traitement hormonal, sur des facteurs de lifestyle pendant 9 mois. Alors oui, j'ai des consultations fleuves et blablabla. Mais l'idée, c'est d'y aller pas 36 fois. Et le jour de la microthésée, ou de la thésée, hein, bien entendu, si elle a été malade, je n'opère pas. Et je donne mon maximum, en fait, pour avoir des bons résultats. Et j'ai le laboratoire en direct, en fait, et ça, c'est, à mon avis, excessivement important, qui me dit, là j'ai pas. J'ai aussi l'avis du biologiste qui regarde les tubes. C'est extrêmement important parce qu'il va me dire, oui, mais là, c'est que, pour moi aussi, je suis d'accord, c'est que de la fibrose et tout ça. Et puis surtout, j'ai l'hétérogénéité du testicule. Donc, l'idée, c'est pas d'aller le faire 2 fois. Surtout pas. Vous avez passé 2 heures et qu'après, bon, il y a un petit foyer quelque part que vous n'avez pas vu. Yes. Ça se passe. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Dans ce cas-là, en fait, j'attends 6 mois et puis on y retourne éventuellement les 10 mois plus tard. Mais non, mais je suis patiente et je suis patiente et puis tant que j'ai pas de résultat. Alors, tout ne marche pas, hein. Voyez, on n'est pas Dieu du tout, hein. Il y a quand même aujourd'hui encore 50% d'extraction négative. Voilà. Il y a 50% de gens qu'on ne peut pas du tout, on ne peut pas changer le pronostic. Il faut savoir être humble. Mais au demeurant, je mets tout en place pour avoir le meilleur résultat possible. Donc, Dernière question. Que pensez-vous du séquençage exomique qui vous permet, dans 30% des cas, de dire non, n'y allez pas? Vous avez déjà fait 2 biopsies testiculaires, vous avez fait une microthésée, Yes. dans 30 Tout à fait. Alors, cas, on vous dit n'y allez pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est un 4e élément que vous devez oui. Alors, apporter. j'ai dit, je ne spoile pas le topo de mon collègue de demain. Non, mais Donc, ici, il faut qu'il sache quand même. Oui, non, mais le séquençage. Ils doivent revenir demain. Non, mais tout à fait. C'est pour les enfants. Tout à fait. J'ai dit, en fait, demain. je l'ai évoqué. J'ai dit, je ne spoile pas le topo de mon collègue. Moi, c'est évident que sur une deuxième biopsie, je ne vais pas aller faire de deuxième biopsie sans avoir un séquençage. Voilà. Alors, est-ce que sur la première, j'y vais sans séquençage? Oui, non. En fait, je le propose aux patients de façon systématique. Il ne peut faire que vous faire éviter. Tout à fait. Oui, non, mais tout à fait. De toute façon, moi, je dis aux patients que ça a une valeur prédictive négative. Ok, ça ne nous dit pas on va avoir des spermatozoïdes, ça nous dit là, faut pas y aller. Voilà. Et la testo qui ne monte pas malgré le traitement, elle reste toujours à 2 à 3. J'y vais pas. La FSH est toujours élevée. J'y vais pas. Qu'est-ce que vous faites? J'y vais pas. Continuez 1 an? Ah, sur les traitements? Oui, pour faire. Là, en fait, la question elle est très délicate. C'est-à-dire que le patient, en fait, non. Je subnormalise sa testo, c'est-à-dire qu'il est à 3, ok. À 5? Ouais, voilà. Il a une petite testo, voilà, mais il a une FSH. Si c'est un Klinefelter, j'y vais. Parce que le Klinefelter, c'est vraiment une pathologie hyper particulière. Petit testicule de moins de 1 cc, on arrive à en trouver, quoi. C'est quand même les seuls chez qui on a des testicules de 1 cc, on va trouver des trucs, quoi. Avec des glandes dégueulasses. Et puis en plus, le Klinefelter, je suis un peu moins embarrassée parce qu'à un moment ou à un autre, je vais le supplémenter en testostérone. Et il sera vachement mieux qu'avec sa testo de souris. Personnellement, les Klinefelter, je ne les mets pas sous traitement. J'y vais directement à la microthésée faite à l'extérieur. Ouais. Et on trouve dans... Ouais, non, avec Klinefelter, voilà. Moi, le Klinefelter, ce que je fais, c'est que plus que le traitement hormonal, je vais l'améliorer sur les quelques... De toute façon, j'ai du délai opératoire, hein, j'ai 6 mois, donc je lui explique que grosso modo, je vais l'améliorer en fait sur ces facteurs lifestyle, voilà, de perdre un peu de poids, tout ça, ça fait jamais de mal pour mieux cicatriser. Bon, on continue. On continue. On continue? Ok. Je sais pas, il est quelle heure, là, j'ai combien de temps? Parce que, alors, ma vision, en fait, de simple chirurgien, ok, sur la nécro et la sténospermie, ok, donc les fameux
Walking Dead. Voilà, donc déjà, il y a des causes, ok? Donc il y a des causes et il y a des causes traitables, en particulier la prise de cannabis, de tramadol, le syndrome métabolique, hein, qui va donner effectivement ces problématiques d'hyperthermie, d'anomalie du plasma séminal. Donc tout ça, ce qui est traitable, se traite. Il y a l'avis du biologiste, excessivement important pour savoir s'ils sont morts ou juste figés, en fait, en utilisant des tests à l'éosine ou des tests de dégonflement. En fait, ça gonfle, c'est vivant, ça gonfle pas, c'est mort. C'est blanc, c'est vivant, c'est rose, c'est mort. En fait, tout ça, c'est mes confrères, les biologistes, qui peuvent m'aiguiller, savoir s'ils sont tous morts ou juste lents. Voilà. Et puis la prise en charge, en tout cas la prise en charge des nécrospermies, aujourd'hui, elle est assez, dans la littérature, il y a des recommandations. Elle est assez simple. C'est déjà, je traite l'étiologie. Il fume du cannabis, il arrête le cannabis. Il a une varicocèle, je traite sa varicocèle. Il éjacule régulièrement. Ça, en fait, on améliore la vidange, entre guillemets. Hein. Vincent Izard, mon demi-papa, serait présent. Effectivement, il vous le dirait. C'est extrêmement important. C'est, en tout cas, le jour du recueil pour une FIV ou une ICSI ou une INSEM, c'est un deuxième recueil de 3 heures plus tard. Si vous avez un patient qui est normosperme, le deuxième recueil n'améliore pas les paralyspermes. Si vous avez un patient qui a une OATS et même une oligo sévère, sur le deuxième recueil, vous aurez plus de spermatozoïdes. C'est les études, les papiers qui nous le disent, c'est pas moi. Autre traitement qui fonctionne, un antihistaminique, tout con, le kétotifène, pendant 2 mois, 1 mg 2 fois par jour. Ce qui fonctionne très bien, à mon avis, en tout cas, ce sont les anti-inflammatoires, ce sont les anti-COX-2. Moi, je les mets en séquentiel quand ils sont en fertilité spontanée, ou je les mets 21 jours avant l'ICSI, hein, donc un peu avant que madame commence ses traitements. Lui, il commence à prendre ses anti-COX-2. Ça fonctionne franchement très, très bien. Si vraiment ça ne fonctionne pas, on peut toujours aller dans le testicule. Dans le testicule, ils sont moins abîmés, nos spermatozoïdes. Et derrière, sur une ICSI, typiquement, ça vous donne plus de naissances vivantes si vous allez sur du spermatozoïde testiculaire plutôt qu'éjaculé. On a une meilleure fertilisation, etc. Pour les asténospermies, je vais vous en toucher tout petit mot, c'est-à-dire qu'elles sont modérées. En fait, c'est les mêmes étiologies que pour les nécrospermies, donc je traite à peu près de la même façon. Et éventuellement, le traitement spécifique de l'asténospermie qui est modéré, encore une fois, en fait, donc c'est les petites asténos à 10%, en fait, c'est la salobésipyrine. Sur les asténos, en fait, qui sont sévères, là, on est sur autre chose, on est sur des anomalies de morphologie multiples du flagelle. Et je pense que pareil, mon collègue de Grenoble va vous en parler aujourd'hui sans des études génétiques. En général, c'est associé en fait à d'autres symptômes. Ce sont des pathologies qui sont syndromiques. Donc, on a autre chose avec des kystes pancréatiques, on peut avoir des hydrocéphalies. Donc, c'est des patients qui n'ont pas que la kinésospermie extrême, comme on dit. Les typiques, à moi aussi, en fait, je ne spoil pas toutes les choses. Quand on est plutôt sur une térato qui va être polymorphe, on ne s'inquiète pas. Là aussi, on essaie de traiter ce qui est traitable, modifier ce qui est modifiable. Et puis, par contre, quand on a du monomorphe, on se dit que ça va être autre chose. Les autres choses, là, c'est le biologiste qui nous répond parce que c'est lui qui a regardé le spermogramme et que moi, petit chirurgien, je ne peux pas savoir regarder un spermatozoïde. Vous avez les macrospermies avec ces grosses têtes tétraploïdes énormes, plusieurs queues derrière. Ça, en général, il y a de la génétique associée. C'est le gène de l'urokinase. Ça sert quand il y a un urokinase positif sur la génétique, ça ne sert à rien de les prendre en charge. La FIV ici est totalement contre-indiquée. Vous avez un qui ressemble, mais qui ne ressemble pas. Il a aussi une tête un peu ronde, mais moins grosse, avec un seul, pour l'instant, pour le coup, un seul matériel génétique. C'est une pathologie de l'accrochage de la chromosome au noyau, en fait. Ça a un mauvais pronostic. En France, on ne peut pas utiliser l'activation avec le calcium pour l'ovocyte, malheureusement. En tout cas, là, ça permet quand même d'avoir derrière une FIV-ICSI qui va fonctionner. Vous avez un cas des spermatozoïdes sans tête. Ok, bon là en fait c'est encore d'autres mutations. Hein. La plus connue c'est SUN5. Là il vous faut à nouveau un super biologiste qui part à la chasse aux spermatozoïdes avec une tête parce que un spermatozoïde sans tête ça marche pas. Ok, l'IPSI, je laisserai Samir vous en toucher un mot. Et moi, hop, je vais avancer.
Je vais vous dire quoi? Ouais, voilà, voilà. Je vais vous avancer, je vais vous parler des traitements, en fait, qui vont me permettre soit d'avoir plus de résultats, enfin, qui vont me permettre d'avoir de meilleurs résultats lorsque je fais des biopsies. Les premiers trucs, c'est de vous dire que tout ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que quand on a des spermatozoïdes qui sont de moins bonne qualité, en particulier quand ils sont fragmentés, on a moins de grossesse, on a plus de fausses couches. C'est des choses qui sont très connues. C'est les fameuses problématiques de fragmentation. Alors, quand on dit fragmentation, ça fait hurler Samir Hamama. La fragmentation, c'est comme dire réfrigérateur pour dire frigo, hein, c'est un nom de marque. Ça englobe aujourd'hui tous les tests, en fait, qui vont pouvoir regarder s'il est cassé, mais ça ne vous dit pas quel type de cassure, ça ne vous dit pas où c'est cassé, ça ne vous dit pas comment le réparer. Il y a sûrement beaucoup d'autres tests, comme les micro-RNA. Les ROS, donc les dérivés libres de l'oxygène, en fait, le spermatozoïde, lui, il a du mal à le combattre. En fait, il a du mal à le combattre parce que son noyau, il n'est pas protégé par un beau bonnet qui s'appelle le cytoplasme. Du coup, en fait, ça lui frise l'ADN, et l'ADN qui est frisé, dans ce cas-là, en fait, il est un petit peu cassé. C'est des cassures qui sont en général plus périphériques. Pourtant, les ROS, c'est nécessaire, en fait, c'est important. Sans ROS, on ferait tous 3 fois notre taille parce qu'on n'aurait pas d'apoptose. Aujourd'hui, on en a de plus en plus, en fait, de ROS parce qu'on est dans un environnement qui fait qu'on est assis. Là, ça fait déjà 2 heures que vous êtes assis. Mettez-vous tous debout pour éviter les ROS sur vos testicules. On fume, on mange n'importe quoi, on mange trop vite, on fait pas assez de sport, on mange pas assez de fruits, de légumes. Et puis on est stressé, et puis on a des maladies chroniques, et puis on vieillit parce qu'on fait des enfants de moins en moins jeunes. Tout ça, en fait, fait qu'on est de plus en plus, nos couples ont de plus en plus d'impact de ces pathologies-là. Aujourd'hui, il y a des guidelines sur les fameuses tests de fragmentation. Alors attention, ça ne nous dit pas quel test de fragmentation, ça nous dit quand penser à faire un test de fragmentation. On y pense quand il y a un facteur lifestyle, typiquement quand il fume, faut le faire. De toute façon, ça lui apprendra à arrêter de fumer, hein, parce que vu que ça coûte un peu cher. Quand il y a une varicocèle, quand il y a des fausses couches à répétition, quand on a un échec de prise en charge en insémination ou en FIV, quand il y a des échecs de blastulation, tout ça, en fait, c'est aujourd'hui des indications par des sociétés internationales qui sont l'AUA, la STM, la SRMM, l'ECHRE et l'EAU, et puis peut-être bientôt avec la SALF. Je vous spoil un peu le truc là. Il y a beaucoup de tests, ok. Le problème de ces tests, en fait, c'est que, je vous l'ai dit, on ne sait pas trop où c'est cassé, on ne connaît pas le site, on ne connaît pas le type, on ne connaît pas la quantité. Ce qu'on peut dire, c'est que ces tests, peut-être plutôt que de les mettre en concurrence, les associer, en fait. Voilà, donc c'est comme mettre en concurrence le biologiste, l'andrologue et le gynéco. Il faut plutôt associer tout le monde pour avoir un bon résultat et des enfants en bonne santé. Quid des antioxydants? Parce que peut-être que personne fait des vaso, mais je pense que tout le monde en met dans la salle. Qui est-ce qui met des antioxydants à ses patients avant une FIV ou avant une INSEM ou en fertilité naturelle? André, oui. Personne d'autre? Personne ne met antioxydants dans cette salle? Vous mentez? Oui, 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 je vois toutes les mains qui se lèvent. Yes. Ok, tout le monde en met. Vous les mettez sur des bases scientifiques ou un petit peu à la vas-y que je te pousse? Oui, j'aime ça au pimp parce que lui, en fait, la boîte est belle et celui-ci, il donne pas une haleine de poney. Non, parce que souvent, les antioxydants, donc quand même, il y a pas mal d'oméga 3, ça donne une haleine de poney à nos patients, quoi. C'est quand même un peu embêtant, il faut éviter de les prendre au petit déjeuner. Ou le soir, ça dépend à quel moment ils veulent faire les enfants. En tout cas, aujourd'hui, il y a des méta-analyses. Alors, les méta-analyses, c'est le Cochrane, les Voskevo, 18 articles, en fait, 10 000 hommes. Ça dit que c'est mieux quand on en prend, quoi. Mais bon, en fait, en même temps, c'est un peu mieux sur la contraception, la mobilité. Ça nous dit que c'est un peu mieux sur la naissance vivante, mais on a un ratio qui est quand même relativement bas, hein, 79, quand on regarde la totalité. Ça dit que c'est un peu mieux sur les grossesses cliniques, mais là aussi, notre ratio, bon, cette fois-ci, est à 3, donc on peut se dire quand même c'est pas mal. 3, en fait. La concentration, et ça va être vraiment dépendant de ce que vous avez dans votre complément alimentaire. Ça semble un peu s'améliorer, pareil sur la mobilité, pareil sur la frag. Là, c'est un peu plus net sur la fragmentation. Au demeurant, en fait, comment savoir ce qu'il faut mettre dedans? Alors, moi, je vais vous montrer deux études qui ont été bien faites.
Déjà, ce sont des études en fait qui sont faites contre placebo, qui ont duré 6 mois avec un complément alimentaire qui contient de la carnitine, du CoQ10, de la vitamine C, du zinc, de l'acide folique, de la vitamine D, ce qui, grosso modo, est ce qui est proposé par la méta-analyse. Alors, ce complément alimentaire-là, vous l'avez en fait au Maroc, hein, c'est le Proxide. Et qu'est-ce que ça dit? En fait, ça améliore effectivement, qu'on ait une varice ou non, en fait, le nombre des spermatozoïdes. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous fait des FIV plus faciles, des ASM plus faciles, éventuellement, pourquoi pas, un bébé sous la couette. Alors ça marche encore mieux hein, si on a traité la varice, bien entendu. En termes de mobilité, pareil, ça marche mieux en fait. Et du coup, en termes de grossesse, c'est mieux. En tout cas, c'est mieux que de prendre du placebo qu'on ait une varice ou qu'on n'ait pas de varice. C'est le même produit, donc là aussi, c'est carnitine, acétylcarnitine, CoQ10, vitamine C, zinc, acide folique. Donc ça reste le Proxide, qui a au moins eu l'avantage comme complément alimentaire d'être testé. Ça veut donner la même chose sur la concentration, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est chez des patients qui avaient une OATS sévère, et en fait, on avait moins d'aneuploïdie une fois qu'on avait pris les compléments alimentaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait moins d'aneuploïdie? Ça, c'est un tout petit peu mystérieux, mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc, je pense que ça aussi, c'est des choses aujourd'hui à prendre en compte, surtout chez les patients qui avaient des OATS. Alors, au demeurant, en fait, moi, je vous ai dit, ça, il y a ça à l'intérieur. Mais, donc, combien de fois, en fait, dans des compléments alimentaires, on a le bon dosage? Eh bien, c'est hyper rare. Ça, c'est les Italiens. Les Italiens, ils ont regardé les compléments alimentaires et puis pour chaque complément, en fonction des analyses, des méta-analyses, de l'ensemble de la littérature, pour chaque antioxydant, donc les vitamines et les oligo-éléments, ils sont allés calculer la dose idéale. Donc le zinc, pour avoir une amélioration de la concentration, il faut 50 mg. L'acide folique, on est à 400 microgrammes. La carnitine, il faut en mettre 1 à 2 grammes à l'intérieur. Le CoQ10, c'est 200 mg dans sa forme réduite et pas oxydée, bien entendu. Sinon, on tire une balle dans le pied. Et ensuite, ils ont regardé leurs compléments alimentaires sur le marché. Bon, grosso modo, les Italiens, c'est eux qui ont le plus de compléments alimentaires, 21. Et au total, sur l'ensemble de leurs compléments alimentaires, ils en avaient 2 qui étaient efficaces, enfin en termes de dosage idéal. La majorité, en fait, contenait des trucs avec des doses qui n'étaient pas significatives. Donc, ça sert à rien, quoi. Voilà. Je vais passer là-dessus parce que je pense qu'on va vous en parler demain. Il faut savoir adapter. Le complément alimentaire, c'est... voilà. Je vais juste vous mettre ça. C'est déjà une bonne alimentation. Je vais vous en reparler. Et puis, c'est surtout aussi qu'aujourd'hui, il faudrait savoir mettre quel type de vitamine, en fait, en fonction du polymorphisme de votre génétique. On ne vieillit pas tous de la même manière. Il y en a qui n'ont pas de prise au vieillissement. C'est sûrement qu'ils ont, en fait, des enzymes, une bonne génétique de l'antioxydation. C'est sûrement pareil pour nous mettre un complément alimentaire. Il faut aller regarder pas mal de choses. MTHFR, c'en est un exemple parmi plein d'autres. La SOD aussi, il y a un polymorphisme. Il y a des choses sûrement à doser au niveau génétique avant d'envisager un traitement. Hop. Non, je vais dans le mauvais sens. Voilà, ça y est, je recule, ça va pas du tout. Et puis attention à trop en mettre parce qu'on se dit, d'accord, dans mon complément, il n'y en a pas assez, c'est pas grave, je vais en donner 10 gélules par jour. Et en fait, on va faire pire que mieux parce que quand on en augmente trop, en particulier avec le sélénium et les vitamines E, on va avoir des risques soit de stress réducteur, beaucoup plus difficile à traiter que le stress oxydant, soit en fait d'acénospermie. Pire, avec les vitamines E, on va avoir un risque en fait de cancer chez l'homme qui va être augmenté. Améliorer l'environnement, c'est essentiel. Aujourd'hui, il y a plein de trucs. C'est déjà un complément alimentaire, c'est complément. C'est-à-dire que si je mange que du Nutella, que je reste dans mon fauteuil à regarder Netflix, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est manger correctement. Ça, c'est une étude de Harvard qui a repris quand même 1444 articles, en fait, des études alimentaires des populations d'hommes infertiles avec des données du spermogramme. Et grosso modo, ce qui est bon pour la santé du spermatozoïde, c'est les oméga-3, toute l'alimentation à base d'antioxydants, donc vive les carottes, les tomates, enfin tout ce qui est orange, rouge, jaune, vert, c'est go. Ce qui va être riche en folate aussi, donc les œufs, on aime. Et par contre, tout ce qui va être mauvais, c'est les acides gras saturés, les acides gras en trans. Donc typiquement, si vous voulez manger comme des Américains, vous allez arrêter de vous reproduire. Et c'est pareil pour vos patients. Donc mangeant méditerranéen,
c'est bien meilleur et pour la santé des spermatozoïdes et pour la santé, le sourire en général, hein, parce que ce que vous mangez, ça va changer aussi vos taux de sérotonine et de dopamine, hein. Tandis que moi, je mange que des carottes quasiment. La fécondabilité, c'est pareil, en fait, l'alcool et la viande, ben non, c'est pas bon. Et puis, trop de café, c'est aussi mauvais pour la fécondabilité. Le tabac, c'est une catastrophe mondiale. Un peu moins que chez les jeunes, mais il vapote, et à mon avis, c'est pas mieux, en fait. Ça fragmente l'ADN, mais ça va donner aussi des anomalies chromosomiques et ça a une altération sur la qualité des embryons. Vos patients, il faut leur faire arrêter de fumer. Moi, mes patients, s'ils n'arrêtent pas de fumer, je ne les traite pas. C'est un deal. Et j'ai 95% de patients qui arrêtent le tabac. Donc, je les envoie vers des acupuncteurs, des médecins qui pratiquent l'hypnose, vers des addictos. Mais ils arrêtent le tabac, pas du jour au lendemain, toujours. Mais en tout cas, je leur demande d'arrêter. L'obésité, ça aussi, c'est alors ça, c'est vraiment une épidémie mondiale. Aujourd'hui, on a 40% d'obèses dans la population adulte. L'obésité, c'est pas que notre faute. On ne sait plus comment manger parce qu'il y a tellement de pubs à la télévision qu'on ne sait plus ce qui est bon vraiment pour la santé, en fait. Et puis, on est extrêmement sédentaire. Et puis, souvent, on vient de parents qui étaient en surpoids. Et du coup, on va avoir une tendance au stockage aussi. L'obésité, ça va modifier beaucoup de choses. Ça entraîne un hypogonadisme relatif, ça entraîne une hyperostrogénie. Du coup, ils ont un peu des boobs, en fait. Ça augmente la température testiculaire, ça c'est simple à comprendre. Ça va modifier aussi la leptine. Et quand je modifie la leptine, en fait, je vais avoir une action directe sur la cellule de Leydig. Donc, je vais avoir moins de testostérone. C'est hyper complexe comme mécanisme. Mais tout se joue là. Il faut les faire perdre du poids. C'est extrêmement important. Il faut les faire dormir aussi, les patients. Ça a été largement montré. La durée de sommeil va avoir un impact sur le volume testicule, mais aussi sur la FSH et sur la testostérone. Donc, il faut qu'ils dorment en fait entre 6h30 et 9h. Plus c'est mauvais, moins c'est mauvais. Il faudrait apprendre à dormir. On le disait tout à l'heure, c'est Samir qui nous l'a dit, les femmes qui ont une IOP, elles vivent moins longtemps que les femmes qui n'ont pas d'IOP. Les hommes qui ont une OATS, ils vivent moins longtemps, ils ont un surrisque plus important de maladies cardiovasculaires et de syndrome métabolique et d'hospitalisation que les hommes qui n'ont pas ces pathologies-là. Ça, c'est des cohortes énormes. Ça, c'est une cohorte danoise, 43 000. Vous avez la même aux États-Unis, partout dans le monde, on retrouve la même chose. Les patients qui ont des anomalies du spermogramme vont avoir un facteur de risque important d'être de ne pas survivre longtemps, du moins. Enfin, du moins de ne pas pouvoir élever leur enfant. Et on va revenir à ce que vous attendez tous, en fait, les traitements hormonaux chez les patients. Alors, pourquoi on met les traitements hormonaux avant une biopsie ou quand on a une OATS sévère ? Et bien en fait, on le met chez des patients qui ont un espèce de pseudo. Ok, donc c'est un pseudo-hypogonadisme ou un neurogonadisme presque hypogonadotrope. C'est ceux-là qui vont super bien répondre. Ceux qui sont hypogonadiques, hypergonadotropes, ça c'est une insuffisance testiculaire avec un excès de gonadotrophine. Les récepteurs à la FSH sont totalement désensibilisés, c'est hyper complexe. On va ne pas avoir de réponse ou très rarement. Ces patients-là, en fait, quand on a une fertilité idiopathique avec une FSH qui est basse, c'est, à mon avis, et ça n'engage que moi, mais c'est des patients qui répondent, en tout cas, à une espèce d'hypo partielle. Et là, en fait, on a intérêt à mettre des traitements. Alors, les traitements qu'on a aujourd'hui, c'est la FSH. La FSH, dans le facteur idiopathique masculin, en fait, on a des études randomisées sur plus de 500 patients. Ça va améliorer effectivement les taux de grossesse, que ce soit en fertilité spontanée ou alors, ça ne marche pas bien, ce truc, je suis désolée. Que ce soit en fertilité spontanée ou en ICSI. Donc, il y a intérêt à traiter vos patients pour augmenter vos taux de grossesse. Ça l'améliore aussi, en fait, quand on n'a pas de facteur féminin. Ok, donc ça paraît important en fait, qu'on a un facteur féminin ou non, on va l'améliorer. Et sur les naissances vivantes, ce qui nous paraît extrêmement important, ça va améliorer aussi nos naissances vivantes avec notre ratio en fait qui n'est pas vraiment discutable à 9. Au demeurant, c'est un seul essai, c'est 30 personnes, c'est pas grand chose, mais
ça nous dit qu'il y a sûrement besoin d'autres essais pour envisager ça. Sur les méta-analyses, c'est la même chose. Grossesse spontanée, grossesse en AMP avec des autres ratios qui ne sont pas les mêmes. Vous avez intérêt aujourd'hui à mettre en place ce genre de traitement. Une FSH qui soit recombinante ou purifiée, ça ne semble pas vraiment changer la donne aujourd'hui. Sur les qualités intrinsèques du spermogramme, ça va par contre s'améliorer sur la concentration, sur la mobilité. Et puis sur les paramètres de fragmentation aussi. Tac, ça je le passe. Sur les anti-œstrogènes, donc les anti-œstrogènes, c'est le fameux clomide et le tamoxifène. L'avantage, c'est que c'est disponible et pas cher. Qu'est-ce que ça donne sur les OATS? Sur les taux de grossesse, ça améliore. Sur la concentration du sperme, ça améliore. Attention, ça améliore bien quand on est à 25 et 50, un peu moins avec le tamoxifène. Au demeurant, sur la mobilité, on est plutôt sur du clomide 50 ou le tamoxifène. Le clomide 25 ne semble pas améliorer la mobilité. Sur la morphologie, c'est difficile franchement de vous répondre. Ça semble être un petit peu mieux, mais ce n'est pas la panacée. Sur les inhibiteurs de l'aromatase, ce sont des molécules qui sont extrêmement intéressantes. En fait, on les utilise peu en France. Moi, je les utilise de plus en plus. Effectivement, ça améliore la testostérone, la FSH, ça diminue l'estradiol. Ça améliore la concentration des spermatozoïdes, le nombre total et la mobilité. Et puis surtout, en fait, jusqu'ici, on les réservait aux patients qui avaient un rapport testostérone sur estradiol qui était supérieur, je suis mauvaise en maths, moi, à 10. Et du coup, en fait, il y a une étude toute semi-récente, 2019, qui s'est intéressée à ces patients qui avaient une OATS ou une ASO, en fait, mais qui n'avaient pas ce fameux rapport de stradiol plus important que la testostérone. Et ça nous dit quoi, en fait? Ça nous dit que même chez les patients qui n'ont pas ce rapport négatif, en fait, on peut en mettre. Et là aussi, ça va améliorer, en fait, nos paramètres du sperme. Vous voyez, chez les patients, on est passé de 1,9 à 10 millions. Hop, voilà. Il faut que je regarde par là pour vous montrer. Vous voyez, c'est intéressant, donc pourquoi pas, plutôt que les SERM le mettent. Est-ce qu'il y a des risques particuliers pour ces patients? Je ne vous ai pas mis la diapo, mais en tout cas, ça donne quasiment pas plus de surrisque de thrombose que dans la population en général. Donc, c'est de facile à manier. Pour ce qui est des azos, est-ce que vous avez un intérêt à traiter? Vous avez un intérêt à traiter parce que, je vous l'ai dit, si vous avez un hypogonadisme, vous n'aurez pas de spermatogenèse. Alors, c'est difficile de répondre franchement parce qu'il y a énormément d'études hyper mal faites, peu d'études randomisées versus placebo, peu d'études avec des groupes en contrôle, des protocoles très hétérogènes de traitement. Quelquefois, on va regarder dans l'éjaculation on a les spermatozoïdes, quelquefois, on va voir la thésée. Donc, quelquefois, on inclut les Klinefelter, quelquefois, on les exclut. On n'a pas toujours la génétique. Au demeurant, en fait, quand on regarde pour ce qui est des gonadotrophines, on a l'impression, même si on a des études contradictoires, que ça améliorerait les choses. Pour ce qui est des anti-aromatases, ça semble intéressant, même si on a peu d'études. Et pour les SERM, ça semble aussi intéressant. Quand on reprend en fait l'ensemble des études sur ce joli tableau, c'est significatif. Alors là, en fait, vous voyez, on avait tentant une première thésée. En violet, je vous ai mis les traitements après la deuxième thésée. Mais grosso modo, l'ensemble des patients qu'on a poulés dessus, on a l'impression que si vous rajoutez un traitement, et en particulier les traitements qui vont associer les gonadotrophines, on va avoir un meilleur résultat qu'en mettant 100. Idem, quand on fait simplement une première thésée, là c'est un peu plus significatif en fait, on a vraiment plus de résultats. Moi ce que j'aime bien c'est ce petit tableau-là. Ce que j'aime en fait c'est surtout l'étude de Hussein. Hussein il s'est dit en fait, il n'y a pas de molécule qui soit la panacée. Donc je vais commencer par un truc qui est pas cher, dispo, donc je commence par le clomide. Et après je regarde comment évolue la FSH et la testostérone. Donc je vais au clomide, j'ai une FSH qui augmente, j'ai une testo qui augmente, et ben c'est bon quoi, je surveille mon spermogramme et si j'ai pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat à 6 mois, je vais faire une thésée. Et effectivement, dans son groupe clomide seul, j'ai 75% de biopsie positive. J'ai une testo qui bouge pas,
j'ai une FSH qui augmente, et ben dans ce cas-là, je fais clomide plus HCG pour l'effet LH. J'ai une testo qui reste pareil, j'ai une FSH qui ne bouge pas, et ben dans ce cas-là, en fait, je vais associer une HCG et une FSH. Et puis, si j'ai une testo qui diminue, en fait, il essaye aussi. Moi, j'aurais pas. Voilà, celle-ci, il le fait aussi. Donc, et là, ensuite, il met le traitement et la testo augmente, hein, bien sûr. Et par rapport à son groupe contrôle, en fait, qui a 33% de biopsies positives, en fait, on a grosso modo des biopsies qui vont évoluer entre 62 et 56%. Donc, à mon avis, aujourd'hui, c'est ça le plus intéressant, c'est de regarder comment réagit le testicule. Effectivement, on a encore 40% de biopsies qui sont négatives parce qu'il y a plein de choses. Il y a le NGS, il y a le polymorphisme des récepteurs, la FSH, il y a tout ce qu'on ne comprend pas, en fait. Et c'est la beauté de la science. Pour ce qui est des hypergonadiques, là, en fait, c'est pas significatif. Quel que soit le traitement que vous voulez essayer de mettre, la science aujourd'hui ne peut pas vous répondre, en fait. Donc, je ne vous répondrai pas non plus. Tout ce que je peux vous dire là, c'est que pour moi, chez l'hypergonadique, sur le Klinefelter, on a des réponses. Sur les autres, je ne me mouillerai franchement pas. Et aujourd'hui, on a des recommandations par des sociétés, par l'AUA, par les RSM, par l'Agence italienne du médicament, qui en fait propose de mettre de la FSH aux patients qui ont une ASO ou une oligo, à condition qu'ils aient une FSH inférieure à 8, avec des résultats qui paraissent intéressants. Bon, sur les recommandations. Non, mais c'est ma dernière info. Hein. Alors voilà, ma dernière info, c'est celle-ci. Ok, là, hop, alors attends, je vais essayer. Voilà, donc ça, c'est toutes les publications en neurologie aujourd'hui, enfin en neuro-andro. Et vous voyez en rouge, c'est l'andrologie. On n'a jamais eu aujourd'hui autant de publications en andrologie, fertilité. On dépasse les publications en cancer de prostate. C'est génial. Donc, c'est le golden age of andrology. Merci beaucoup, Dr Matos. Vous êtes toujours aussi brillante que d'habitude. Je remercie également Dr Bayen pour l'excellente soirée scientifique, pleine de bonnes... Et je crois que Samir veut rajouter, venir, monsieur le professeur Amama. Ah, je vous ai mis sa photo en début de truc. Hein. Peut-être qu'il va venir demain. Peut-être demain. On le laisse pour demain. On le laisse pour demain. Je vous remercie pour votre patience d'avoir attendu jusqu'à 7 heures pour terminer cette excellente séance. Je passe la parole à mes collègues pour voir dans des commentaires. D'accord. Alors, merci Charlotte de cet excellent exposé, complet, exhaustif. On remercie aussi les organisateurs de ce beau programme. Merci encore une fois. Et puis, il faut dire que l'infertilité, à mon avis, il doit faire intervenir, comme il s'agit d'un couple, donc l'urologue, le gynécologue et le biologiste. Et j'espère que tous les dossiers d'AMP doivent être staffés. Et d'ailleurs, dans ce sens, avec l'aide de Charlotte, on a instauré un staff mensuel. Merci encore Charlotte, merci les organisateurs et bonne soirée.